Je m'appelle Cédric. J'adore la science. Biologie, mathématiques, astrophysique, informatique. J'adore. C'est que plus tard, je voudrais planer avec les trous noirs ou les secrets de la vie. C'est ça qui m'intéresse. Mais je sais pas encore quoi exactement. Il faudrait que je choisisse soit l'université, soit une grande école. En attendant, il y a le lycée et c'est vraiment pas marrant. Parce que j'ai un expo à rendre sur la conscience et le cerveau. Mais c'est pas pour demain. J'ai 2 jours de retard. Je crois que très probablement, ce siècle, ce 21e siècle, l'homme découvrira ce qu'est la conscience, comment la construire, ce qu'est l'intelligence, comment la construire, et en accélérant les processus d'1 million de fois, l'immortalité et la mémoire illimitée, et fabriquer un nombre gigantesque de capteurs sensoriels. Donc si on peut créer un cerveau artificiel qui soit une transposition de notre cerveau, il serait capable de faire un doctorat non pas en 7 ans, mais en 30 minutes. N'importe quoi. Construire une conscience. Je croyais qu'on pouvait pas séparer la conscience du cerveau. C'est pareil, la conscience et le cerveau. Sur le net, on devrait tomber sur un maximum de mots. Si je tape conscience ou cerveau. D'abord cerveau. Le cerveau est une manifestation de ce fait qu'il est une machine. Une machine. La plupart des gens ne sont pas d'accord que le cerveau est une machine, mais pour nous, c'est une machine. Définitivement, le cerveau est une machine à traiter de l'information, oui. Pour moi, le cerveau est essentiellement une machine à prédire et à choisir dans le monde et dans notre corps les solutions qui correspondent aux actions que nous souhaitons faire. Voilà. Le cerveau est un mécanisme de survie et l'être humain un achèvement de ce processus extrêmement puissant, être capable de prédire et d'agir sur son environnement. Le cerveau est non seulement connecté à la complexité du corps, mais aussi à la complexité de l'interaction entre le corps et l'environnement. Le cerveau est un mécanisme énorme. Admettons que chaque neurone soit un employé. Ainsi, il s'agit de la plus grosse entreprise au monde, des milliards d'employés. Puis chacun d'entre eux réalise une chose différente. Il y a des centres, donc un chef et des ouvriers, etc. Ce qui est formidable dans ce mécanisme, le cerveau, c'est qu'il se modifie constamment. Il utilise une grande quantité d'énergie, beaucoup d'efforts, il prend des risques. Ah ouais, ils ont des points de vue assez différents. Mais comment on en est arrivé là? Cerveau artificiel, organe de prédiction, machine à traiter de l'information. Ça date de quand, l'idée de cerveau? L'idée qu'il y ait un cerveau qui soit un organe, on la trouve de très haut dans l'Antiquité. Il suffisait d'avoir observé quelques blessés de la tête pour savoir qu'il y avait à l'intérieur du crâne quelque chose, comme une substance qu'on a identifiée ensuite comme un cerveau. La question, c'est le concept de cerveau. Concept de cerveau. Les Grecs n'ont pas dû être les seuls. Regardons les Égyptiens. Cerveau, civilisation égyptienne. Voyons. Les Égyptiens, sous les pharaons, établissent le lien entre certains comportements et des dégâts dans certaines zones du cerveau. Pour soigner les migraines tenaces, ils font des trépanations. C'est très bien ça. Ça c'est intéressant pour l'exposer. Mais en Égypte, le cerveau n'est pas le siège de l'âme, car les embaumeurs retirent le cerveau de la momie, et c'est en ouvrant la bouche de la momie qui n'a plus de cerveau que le prêtre va libérer la pensée et l'esprit du mort. Ok, bon, continuons avec les Grecs. Il y avait des gens qui pensaient que le cerveau, c'était un organe de réfrigérant. Alors peut-être qu'ils avaient déjà l'idée de la tête froide. C'était Aristote, il pensait que bon, la vie c'était la chaleur c'était le cœur c'était là le siège des sentiments, c'était aussi le siège et le moteur de toutes les pensées. Et puis que le cerveau,
Lui, il venait là en contrepoint, il était constitué de terre, et puis il venait réfrigérer les élans du cœur. Platon, un des géants de la pensée sous l'Antiquité, a dit: Le cerveau est bien le siège de nos pensées, qui reflète indirectement le monde des idées qui existent indépendamment de nous. Platon toujours, qui appelle l'âme le génie, déclare: C'est ce génie dont nous avons dit qu'il habite dans la partie la plus élevée de notre corps. En vertu de son affinité avec le ciel, notre génie nous tire loin de la terre. Aristote, l'autre géant de la pensée, élève de Platon, lui répond: Que le cerveau soit composé d'eau et de terre, le fait suivant le montre. Quand on le cuit, il devient sec et dur. Il ne reste que la partie terreuse. On ne saurait dire si l'âme dans le corps est comme un navigateur dans son navire. Autrement dit, pour Aristote, l'âme n'est pas spécialement dans le cerveau. Bon, sous l'Antiquité, ils ne sont pas d'accord sur le rôle du cerveau. Mais ça n'a pas dû empêcher l'exploration de commencer. Hippocrate, prince de la médecine de l'Antiquité, célèbre par son serment. Né 460 avant Jésus-Christ, mort 370 avant Jésus-Christ, l'un des inventeurs de la médecine expérimentale qui procède par un diagnostic basé sur l'observation clinique et sur une explication rationnelle. Il se sert de l'épilepsie pour commencer cette exploration. L'épilepsie aboutit à des symptômes spectaculaires qui rappellent la transe. Ces symptômes ont frappé les sociétés humaines qui les ont reliés à des manifestations divines. Hippocrate étudie l'épilepsie pour montrer que cette maladie n'est pas plus divine que les autres maladies, ni plus sacrée. Quand on dit non, nous pouvons expliquer par des causes naturelles ce phénomène-là, on engage une pensée qui est le début de la pensée scientifique. Galien, un jeune médecin gladiateur, idéal pour observer le cerveau. Il poursuit la tradition d'Hippocrate. 131-206 après Jésus-Christ, également philosophe. Ah, Galien prend le point de vue de Platon. Le cerveau seul et non pas le cœur supporte la pensée. Il ne fait pas que soigner les gladiateurs avec la vision d'Hippocrate. Il fait aussi progresser la recherche en observant les blessés du crâne dans les combats. Hippocrate tire des conclusions sur l'utilité de telle ou telle partie du cerveau. La chute de l'Empire romain donne un coup d'arrêt à la médecine et aux études anatomiques en Occident. Mais au Moyen-Âge, on va redécouvrir peu à peu l'héritage grec grâce aux médecins arabes et juifs de la civilisation islamique, et notamment celui de Galien et d'Hippocrate. Au XVIe siècle, on s'appuie sur les travaux de Galien. On découvre 2 hémisphères et la présence de nerfs. Des nerfs sensibles, olfactifs, gustatifs, acoustiques et des nerfs moteurs. Nerf, ça veut dire nerveux, qui réagit à des excitations. Ça suppose un signal. Galien avait répondu un souffle psychique, lui-même porteur du pneuma vital. On croit à un réseau, un filet merveilleux. Léonard de Vinci croira voir ce réseau. Il le dessine scrupuleusement. Le couplage pensée-cerveau, il est fait effectivement à partir du moment où la tradition de Galien l'emporte. Bon. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par pensée. Bon. Et comme la pensée, dans les traditions occidentales, est supposée supportée par une âme, la question devient, est-ce qu'il y a un siège de l'âme ? Ce débat fondamental sur la séparation cerveau-esprit issue de l'Antiquité qui se poursuit au Moyen-Âge, on le retrouve aujourd'hui dans tous les laboratoires de neurosciences. Il y a ceux qui pensent que le cerveau et la pensée, c'est la même chose. Le cerveau n'est qu'un organe qui sécrète de la pensée, comme le foie, la bile. Cerveau et pensée ne font qu'un. Les tenants de cette fusion sont les monistes. Et puis, il y a ceux qui défendent l'opinion inverse. Le cerveau et l'esprit sont définitivement séparés. Les tenants de cette séparation entre esprit et cerveau, on les appelle les dualistes. L'un des représentants les plus illustres du dualisme, c'est René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, auteur de la maxime célèbre « Je pense, donc je suis ». Il a
réglé le problème en imaginant que dans le cerveau, une petite glande, qu'il a appelée la glande pinéale, qu'on connaissait depuis longtemps, qu'on appelait le coronarium, c'était le lieu central dans le cerveau où venaient se rencontrer les phénomènes physiques et les phénomènes psychiques, pour parler le langage moderne. Les questions sont devenues extrêmement explosives à partir du XVIIe siècle, à partir du moment où un certain nombre de dogmes de l'Église ont été mis en question par la science moderne en train de se constituer. Donc, si je comprends bien, Descartes, avec son truc de glande pinéale, réconcilie l'esprit et l'organe cerveau. C'est pas mal. La science peut tourner bien tranquillement sans accroc au côté religion. Et voilà, le train de la science est lancé. Faut que je l'attrape, ce train de la science. C'est quoi un cerveau de chercheur? C'est la bosse des maths? Ça existe, ça, la bosse des maths? Ma prof de science a dit qu'il n'y a pas que les maths si on veut être chercheur. Il faut aussi avoir de la curiosité, de l'imagination, être créatif. Et même avoir de la patience, développer ses facultés. Facultés mentales. Qu'est-ce qu'elle nous saoule avec ça? Faculté mentale, c'est quoi d'abord? Parler, calculer, penser, faire des plans dans le futur. Qui a eu cette idée de faculté mentale? Franz Joseph Gall. Médecin, anatomiste et philosophe né en Autriche. Installé à Paris, 1758-1828, il dresse le premier atlas du cortex. Pour Gall, l'enveloppe cérébrale est formée d'air. Une aire égale une fonction, ce qu'on appelle une faculté. La faculté du vol, par exemple, un voleur est supposé avoir une aire cérébrale particulièrement développée. La dévotion, il y a des esprits religieux. Bon, c'est de là que vient la bosse des maths. Alors la bosse des maths est intéressante parce que la bosse des maths, elle affecte non pas le cerveau, mais le crâne, qui est l'enveloppe du cerveau. Et donc l'idée du Gall, c'était que une activité cérébrale répétée va développer l'aire cérébrale en question. Bon, alors c'est pour ça qu'il y a différentes formes de crâne et que à la palpation du crâne, on peut se faire une idée de ce qu'est cette personne. Les successeurs de Gall définiront trois aires principales. L'aire frontale intellectuelle, l'aire médiane affective, l'aire postérieure de l'action. Penser pour agir, agir par affection. Ce sera la philosophie d'Auguste Comte dans la première moitié du XIXe siècle. Une morale sociale qui se met en place reflète cette maxime. Un homme socialement adapté utilise harmonieusement les trois aires. Une symétrie parfaite entre les deux hémisphères du cerveau est impérative. Une rupture de cette symétrie est une présomption d'inadaptation. Pendant que se développe cette philosophie des aires cérébrales utilisées harmonieusement, un moine, Georges Mandel, dans la solitude d'un couvent, croise des petits pois. Il découvre que les caractères se transmettent de génération en génération selon des lois précises. Ces caractères, on les appellera une décennie plus tard, les gènes. On prendra conscience de manière très progressive que ces caractères héréditaires transmis par les gènes joueront un rôle dans la construction et le fonctionnement de toute structure vivante, y compris le cerveau. Ok, mais quand on touche sa bille en maths ou en piano, c'est génétique ou faut vraiment le vouloir? Comment pouvons-nous comprendre les dons spéciaux? C'est probablement une question de changement à l'intérieur du cerveau. Si on étudie les images du cerveau de gens en train de résoudre des problèmes d'échecs, par exemple des images du cerveau d'amateurs d'échecs comme moi, et que vous les compariez à celles de grands maîtres, alors vous allez voir très clairement que des régions de